Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le président Marien Ngouabi fut assassiné, sa carotide sectionnée. C'était le 18 mars 1977 à Brazzaville, au palais du peuple, au palais de la République. Cette année-là, j'étais en classe de CM2. Je vous informe que le village du commandant Marien Ngouabi est situé à 50 km de mon village, le village de mon père, côté partenaire. Il est aussi situé exactement à 120 km du village de M. Denis Sassou Nguesso. Nous sommes donc dans la région de la Kivette. Trois tribus majoritaires de la région sont au cœur de l'histoire du Congo et surtout de l'assassinat du commandant Marien Ngouabi. Je parle d'abord de la tribu Kouyou, dont est originaire le commandant Marien Ngouabi. Et puis Mboshi, dont est originaire M. Denis Sassou Nguesso, et ma tribu, dont je suis originaire, et le général Mokoko d'ailleurs. Il me semble que dans cette folie d'assassinat, on était au cœur de la géopolitique nationale. Il me semble que le commandant Marien Ngouabi, qui est arrivé au pouvoir 8 ans plus tard, 8 ans avant, c'est-à-dire en 1969-68, voulait laisser le pouvoir à son prédécesseur, un civil, un enseignant, un homme intelligent. Il s'appelait Massamba Deba, qui fut président entre 1963 à 1968. Il fut éjecté par le commandant Marien Ngouabi. Marien Ngouabi, voyant que la situation du pays devenait critique, il voulait léguer le pouvoir à son prédécesseur et se consacrer qu'à la science. Je vous informe que c'est lui qui a tout réorganisé, l'enseignement supérieur et la recherche au Congo. Il voulait se consacrer à la science. Il avait d'ailleurs un 2A en physique, option énergie solaire. 2A, c'est Bac plus 5, diplôme d'études approfondies. Il me semble que, d'après ses détracteurs, surtout dans la géopolitique nationale au sud, il me semble qu'il y aurait eu un pacte diabolique dans la région de la Kivette, ma région, pour que le pouvoir ne reste que dans notre région. Et Marien Ngouabi voulant transmettre le pouvoir hors de la région, il me semble que Denis Sassou Nguesso et Yobi Opango n'auraient pas digéré ça et c'est les raisons pour lesquelles il fut assassiné. Je vous informe que Marien Ngouabi a tout mis en place pour que M. Denis Sassou Nguesso monte l'échelle du pouvoir. D'ailleurs, pendant l'assassinat du commandant Marien Ngouabi, M. Denis Sassou Nguesso était devenu le ministre de la Défense et de la Sécurité intérieure. Donc, nous sommes le 18 mars 1977, à 14h30. Le commandant Marien Ngouabi est en train de manger avec son fiston, Marien Ngouabi Junior, un métis de mère française. Je vous informe que nous sommes nés la même année. Je pense qu'il est né en France ou au Congo, je ne sais pas là où il est né, en 1963. Moi, le 1er juin aussi, 1963 à Brazzaville. Mais pendant son assassinat, j'étais au village, à l'école primaire au village, à Makwa, non loin de Makwa, disons à 40 km de Makwa, en allant vers le nord, vers la frontière du Cameroun et de la Centrafrique.
Mesdames, Messieurs, à 14 ans, il reçoit une visite. Au moment où il était en train de déjeuner avec son fils, qui était aussi devenu militaire de l'école des cadets. Donc il reçoit une visite. C'est arrivé, des individus qui sont arrivés, dont un qui le reconnaît, un qui candidie. Et donc ils ont suivi des tirs et autres. Marine Ngouabi est touché. Et le fiston, il tire aussi, tue l'un des assaillants et autres. Le corps est transporté, son corps est transporté au hôpital militaire. Ce jour-là. Et ce n'est qu'arrivé à l'hôpital militaire, d'après les écrits et les informations, c'est là que sa carotide fut sectionnée. Sassou Nguesso se trouve à Brazzaville. Yombi Opango se retrouve dans le fief, dans la même ville que le commandant Marine Ngouabi, parce qu'ils sont de la même ville. Bon, il s'en est suivi 5 jours après l'assassinat du cardinal Émile Biaïnda, le premier curé, monseigneur cardinal africain. Est-ce que le commandant Marine Ngouabi avait-il transmis des secrets autres? Bien sûr que Marine Ngouabi, 6 jours avant sa mort, avait dit que quand le pays est sale, il manque de tout, tu ne peux que le laver avec son sang. Est-ce qu'il connaissait les secrets? Est-ce qu'il fallait éliminer un témoin gênant? Un curé? Un homme de Dieu? C'est ça, tout ce qui rentre dans ce dossier sale de ce pays. Après l'assassinat de ce curé, de ce cardinal, 5 jours plus tard, c'est-à-dire le cardinal a été assassiné le 22 mars 1977, puis au 25, le prédécesseur du commandant Marine Ngouabi, celui-là même que le président Marine Ngouabi voulait transmettre le pouvoir, c'est un sudiste. Il fut assassiné le 25. Après, il s'en est suivi une vague d'assassinats, une folie criminelle, jusqu'au 2 avril. Yombi Opango prend les règnes du pouvoir jusqu'au 5 février 1979. Et pendant toute cette période, il y a eu beaucoup de procès révolutionnaires, autres, et d'assassinats, et vous connaissez dans cette histoire. Sassou Nguesso prend les règnes du pouvoir le 5 février 1979. Yombi Opango est arrêté, il est conduit en prison, il restera 11 ans en prison. Et le dictateur est toujours là en place. Donc, cette histoire politico-criminelle soulève beaucoup d'interrogations, qui sont d'ailleurs d'abord anthropologiques, mais aussi culturelles. Je dirais aussi politiques et morales. C'est que les fascistes, les racistes, c'est partout dans le monde. Est-ce que l'Africain a-t-il une âme? Est-ce qu'il a une conscience? L'Africain a-t-il déjà franchi la barrière de la raison? Est-il au stade d'humanité? Va-t-il ou ne sera pas entré dans l'histoire humaine? Alors pourquoi cette récurrence de cette criminalité politico-criminelle? Donc, faire la politique en Afrique devient d'abord un piège à prison et aussi, et certainement, mortuaire. Et pourquoi cette récurrence? C'est les problématiques que je pose moi-même en tant qu'humain, en tant qu'humaniste, en tant qu'intellectuel, en tant que politico-intellectuel. Mesdames, Messieurs, profitons de cette histoire politico-criminelle pour vous sensibiliser sur la physiologie cardiaque, cérébrale, pulmonaire, digestif. Vous savez que tout notre corps est interdépendant et lié. Tous les organes, les cellules autres fonctionnent en synergie. Dans la stricte loi du respect de la santé de notre corps. Mesdames et messieurs. Bon, je vais commencer par le cerveau. Vous savez que le cerveau, c'est un grand consommateur d'oxygène et d'énergie.
Vous savez que quand nous respirons l'air, un tiers de cet air est consommé, ou surconsommé d'ailleurs, par le cerveau en fonction de l'activité, qu'il soit cognitive, c'est-à-dire intellectuelle, et aussi physique. Mais quant à l'énergie, il est apporté par l'alimentation. Mais le cerveau consomme le tiers, même plus le tiers de cette énergie. Donc, le cerveau humain est un grand consommateur, je dirais même sous-consommateur d'oxygène et d'énergie en fonction de notre activité. Mesdames, Messieurs, bon, en ce qui concerne l'oxygène, nous n'avons qu'une seule source, c'est-à-dire l'air ambiant. Bien sûr qu'au cas des gens qui ont des problèmes de respiration, on peut leur mettre tout pour respirer, mais l'air là, 99% des cas, c'est l'air ambiant. Bon, en ce qui concerne l'énergie, nous en avons en fait deux sources. La première source, elle est alimentaire, qu'on appelle la source directe. C'est que nous consommons, qui passe par la bouche. Et la deuxième source d'énergie, elle vient des réserves, c'est-à-dire du stockage. Une partie d'énergie qui est stockée dans nos muscles. Bien sûr qu'en fonction de la demande, ils sont exportés. Et cette énergie est transformée des muscles vers elle est dans les muscles. Voilà, quand les obèses ou autres, les muscles forment des graisses. Mais il peut être transformé en fonction de la demande quand il y a la source directe. La source directe, c'est-à-dire on ne mange pas, et à ce moment-là, il va épuiser dans les muscles, et il est tendu au foie, et le foie le transforme en fonction des besoins énergétiques de l'organisme. Il y a tout un mécanisme endocrinologique et biochimique qui se perd, que je pourrais peut-être vous parler après. Mesdames et messieurs, comment tout cela marche? Pour commencer, je vais commencer par la physiologie digestive, puis hépatique, cardiaque, cérébrale, pulmonaire, et j'ai intégré quelques notions d'endocrinologie et de biochimie. Mesdames et messieurs, alors comment ça marche? Comment tout cela marche? Bon, nous avons des besoins. Le corps a besoin pour vivre. Notre corps, là, moi je parle, j'ai besoin d'oxygène. J'ai aussi besoin d'énergie. Donc, sans l'oxygène, on rend souvent ce qu'on appelle l'hypoxie. Et les cellules n'ont plus d'oxygène, ils meurent, on peut mourir. Et sans énergie, donc, on est à plat. Parfois, on peut rentrer dans le coma, hein, d'autres, en fonction de toi, on peut maigrir, et après, même mourir. Mesdames et messieurs, commençons par la physiologie digestive. Donc, nous avons des besoins. Les besoins, ici, bon, besoin en eau, boisson, alimentation, en sels minéraux, en protéines, en lipides, c'est-à-dire des graisses. Et en ce qui concerne ce cas ici, parce que les autres, je pourrais peut-être avoir d'autres vidéos pour vous expliquer. En ce qui me concerne ici, c'est d'abord les glucides, c'est-à-dire ce qui nous apporte l'énergie. Elle est apportée dans l'alimentation à travers les féculents. On parle du riz, des pommes, du pain, du manioc, de tout ce que vous connaissez comme glucides. Voilà. Donc, c'est ce que nous consommons. Donc, cette alimentation, ces glucides arrivent dans la bouche. Avec l'amiante, nous mélangeons, nous mangeons. Donc, d'où l'enjeu d'avoir une certaine température, parce que les glucides qui arrivent là, c'est des chaînes qui sont très longues comme ça que le corps ne peut pas digérer. Donc, la première digestion, elle commence déjà dans la bouche. Donc, d'où l'enjeu de manger, mastiquer lentement, et aussi, surtout, avoir une bonne température. Parce que si c'est trop chaud,
l'amylase salivaire ne peut pas agir. Quand c'est trop froid aussi, bon, donc ça peut créer des troubles gastro-intestinaux. Donc il faut manger doucement et avoir une certaine température, de préférence la nourriture qu'elle soit un peu plus ou moins tiède. La température optimale de la psialine, c'est-à-dire l'amylase salivaire, elle agit à 37 degrés dans la bouche. Donc ça peut favoriser une bonne digestion. Donc, tout ce bol alimentaire arrive au niveau de l'estomac. Donc, le sucre gastrique va vous faire ça, c'est un boulon, c'est comme une machine à laver, hein. Donc ça va bouillir tout ça là. Et après, une fois parti, je parle seulement du sucre. Je prends le cas spécifique du sucre. Parce que, bien sûr qu'ils sont ensemble, mais ils n'ont pas la même finalité. C'est-à-dire les protéines, les graisses n'ont pas les mêmes finalités. Mais je suis dans le cas spécifique des glucides, c'est-à-dire du sucre, ce qui va nous apporter de l'énergie. Donc, le cerveau est friand en fonction de notre activité, qu'elle soit intellectuelle ou physique. Mesdames, Messieurs, donc, une fois ce bol arrivé, donc il arrive au niveau du pancréas. Et c'est là interviennent les enzymes pancréatiques. Donc, ils vont casser ça et après, ils transformer ça en glucose. Donc, le glucose, il va aller au foie en fonction de la demande énergétique. C'est-à-dire, nous avons deux hormones antagonistes qui sont dans le pancréas, c'est-à-dire l'insuline et les glucagons. Donc, on évoque l'avocat, la partie civile et la défense. L'insuline souhaite stocker cette énergie dans le foie. Le glucagon cherche à le libérer dans le sang, ce qui peut provoquer le diabète. Donc, il y a une guerre là. Donc, le glucagon, c'est la défense de la loi métabolique et aussi, et l'insuline, c'est la partie civile de la loi métabolique. Le but est de trouver le juste équilibre dans le métabolisme basal ou énergétique. Mesdames, Messieurs, donc, c'est alors là qu'intervient une hormone qui est sécrétée dans le cerveau, qu'on appelle la somatostatine. Il est en fait comme l'avocat général. Lui, il est là pour défendre l'intérêt général de notre corps sous l'angle du métabolisme énergétique. Donc, quand le corps a besoin d'énergie, il bloque l'insuline. Quand le corps n'a plus besoin d'énergie, il bloque le glucagon. Donc la somatostatine est sécrétée dans notre sympathique cerveau, plus précisément au niveau du système limbique. Le système limbique, c'est le centre du système autonome. Le système autonome, c'est qu'on appelle le système neurovégétatif. Ce système est très important parce que c'est comme l'arbre. La racine se trouve dans le cerveau, donc notamment au niveau de ce système limbique. Le cerveau des émotions, de la formation de la mémoire et de toute la régulation de notre activité inconscient subconscient. C'est-à-dire le système nerveux végétatif que je vous parle, il est très important. C'est-à-dire la racine, elle est dans le cerveau et le tronc, c'est la colonne vertébrale. Et les branches, c'est les nerfs et les artères et les veines qui sont là. Donc tous ces systèmes-là fonctionnent de manière autonome. Cela veut dire qu'on peut dormir et digérer. Donc cela veut dire qu'on peut dormir et respirer. Donc cela veut dire qu'on peut dormir et le cœur va continuer à battre. On peut dormir, le corps continue à fabriquer l'urine. Mesdames, Messieurs, donc l'absorption intestinale, bon, c'est très important, donc on voit ça au niveau du foie et l'autre en fonction du stockage. Donc s'il n'y a pas besoin, en fonction de ce que je vous ai précisé sur les rôles des hormones pancréatiques, c'est-à-dire l'insuline
et le glucagon. Bon, s'il y a les besoins, puisque le cerveau, les fions, c'est celui qui consomme 30 à 40% de notre énergie. Voilà, et de l'oxygène qui est au niveau des cerveaux, c'est-à-dire au niveau des muscles du cerveau et aussi des neurones et des artères, autres. Voilà, tout ce qui est là. Donc, si la demande est là, s'il y a un besoin, donc cette énergie est libérée dans le sang, qu'on appelle le glucose ou la glycémie, les taux de glucose dans le sang. Donc, il est envoyé au niveau du cœur. Mais le cœur possède déjà une petite partie. Le cœur va prendre une petite partie à travers les artères coronaires. Donc il faut qu'il se nourrit le cœur, même s'il distribue toute cette énergie à travers tout le corps. Non, pas seulement au cerveau, tout le corps. Donc il faut que lui il ait aussi sa part. Donc il prend une petite part à lui. Bon, maintenant, l'autre part, je suis sur le cerveau. Donc il a envoyé au cerveau par la carotide. Il y a deux. Il y a gauche et droite, ou extérieur ou nord. Donc ça arrive au niveau du cerveau. Et le cerveau reçoit cette énergie et l'utilise pour que nous puissions vivre, penser, réfléchir, chanter, manger, parler, bouger et tout ça. Mais aussi il y a l'oxygène qui vient par la respiration. Donc il est transformé au niveau des poumons. Et le poumon va faire un système d'échange gazeux respiratoire. L'oxygène est échangé et le gaz carbonique qui va sortir par les nez, parfois par la bouche aussi, et l'oxygène est expiré et transmis au niveau du cœur et il balance ça dans la circulation générale à travers les artères. Mais tout ce qui est des déchets, d'abord de haut, c'est-à-dire qui vient du cerveau, on va parler des veines caves, les veines. D'abord, ils descendent du cerveau vers le cœur par la veine jugulaire et ils pénètrent par tout ce système composé de veines caves supérieures. Mais il y a aussi des veines caves inférieures qui viennent, ils ramassent tous les déchets qui viennent de tous les corps, des reins, de tous les organes, les tissus, les muscles, tout ça, ça vient au niveau du cœur pour que soit envoyé d'un côté l'oxygène vers les poumons pour qu'il soit oxygéné et aussi les déchets, ils vont vers les reins et ça sort par les urines. Mesdames, Messieurs, donc nous fabriquons des déchets. Quand nous mangeons, nous fabriquons deux types de déchets. Le gaz carbonique et aussi des métabolites utilisés qui sortent par ce que nous allons pisser, nous faire pipi et autres. Mesdames, Messieurs, parlons du cœur. Donc nous avons ce qu'on appelle la pompe cardiaque. Cette régulation de cette pompe cardiaque dépend d'un catécholamine spécifique. Il s'appelle la noradrénaline. Vous savez que tout commence par les biogénèses des catécholamines, commence par la phénylalanine et puis la tyrosine, dopamine, et passe par la noradrénaline et puis le produit final, l'adrénaline. Mais la noradrénaline est très important parce qu'il y a des récepteurs dopaminergiques ou adrénergiques qui sont spécifiques à ça. Donc, ils régulent par un système au niveau du cœur qui s'appelle le système orthosympathique et l'autre parasympathique. Donc, il y a des bêta et des alpha bloquants. Mais tout dépend aussi de la composition aussi en sel du sang, dont le sodium, le potassium et autres que vous connaissez. Donc, ça peut augmenter les cardiaques ou diminuer en fonction des éléments extérieurs, de la température. Donc, il y a des résistances périphériques. Quand il fait chaud, les nerfs se gonflent, on appelle ça la vasodilatation. Quand il fait froid, quand il fait chaud, les artères et les veines dilatent, ce qu'on appelle la vasodilatation. Quand il fait froid, ça se recontracte, on ne voit plus nos artères nerfs et nos artères et veines. Donc, c'est ce qu'on appelle la vasoconstriction. Le but est de réguler le rythme cardiaque. Le but est de réguler. Donc, nous avons d'un côté les métaboliques qui est un peu impacté, c'est-à-dire lié à l'alimentation, les sels et autres.
et aussi l'activité cardiaque au niveau du rythme cardiaque, qui lui-même dépend de l'énergie qu'il lui a apportée, et aussi de la santé de ce cœur, parce qu'il y a des valvopathies et plein de trucs, arythmies et autres, qui peuvent perturber aussi. Et aussi des émotions. Mais il y a des résistances périphériques qui sont liées aux artères qui sont sur nos bras, que vous pouvez voir. Mesdames, Messieurs, je ne vais pas rentrer en détail pour ça. Bon. Oui, la carotide de Maria Ngouabi a été sectionnée. Donc vous voyez le rôle de la carotide. Donc si vous sectionnez la carotide, vous n'avez plus de l'énergie ni de l'oxygène qui arrive au cerveau. Donc vous mourrez. C'est coma, mort subite. Donc je vous ai parlé succinctement de ça. Donc je voulais aussi ajouter un petit élément sur petit cours de biochimie. Vous savez que le glucose, c'est-à-dire le sucre dans le sang, il est envoyé au niveau des cellules. Cellules musculaires, cellules nerveuses et autres. Il y a toute une usine là-bas, c'est des centrales nucléaires. Ça se fait au niveau des cellules. Quand vous voyez les cellules du corps humain, vous avez ce qu'on appelle les mitochondries. Les mitochondries peuvent transmettre aussi la généalogie, mais là on parle d'usine à énergie. C'est eux qui nous transforment le sucre dans le sang qui arrive au niveau des cellules, transformé en énergie. Cette énergie est nécessaire pour notre survie. Et donc, le glucose, quand il arrive au niveau des cellules, pénètre au niveau des cellules, et au niveau des membranes, nous avons des milliards. Déjà, au niveau du cerveau, nous avons plus de 110 milliards de neurones. Donc, au niveau du corps, tous les corps, les tissus, il y a des milliards. Et c'est très important. Donc, toute cette énergie est d'abord transformée. Et il y a tout un mécanisme qu'on appelle les cycles de Krebs. Donc, ça va se transformer avec des cofacteurs, des coenzymes et des choses comme ça. Le produit final, c'est quoi? Le produit final, il y a le gaz carbonique. Donc, le glucose que vous voyez là, au niveau des cellules, est transformé avec l'apport de l'oxygène. Sans oxygène, il n'y a pas. Parce que s'il n'y a pas d'oxygène, on rentre dans un nouveau cycle anaérobique qui peut vous faire une fatigue et vous pouvez mourir et tout ce que vous connaissez. Bon. Donc, le glucose est transformé en gaz carbonique et en eau plus énergie. Et cette énergie, on appelle ça l'ATP. Et cet ATP, par exemple, 1 gramme de glucose libère plus de 37 ou 38 ATP. Sachant qu'un ATP libère autour de 3 000 calories. Donc vous pouvez voir l'équivalent ATP énergie. Donc souvent un seul gramme de sucre libère 2000 calories. Donc la demande est là. Mais plus vous avez d'activité physique ou cérébrale, plus la demande sera forte. Mais moins vous aurez stocké, d'où l'obésité. Le but de cette vidéo est de vous montrer déjà que le rôle de tous ces mécanismes qui sont interdépendants. Je ne vais pas rentrer, j'aurai peut-être d'autres occasions de vous faire des détails sur la physiologie digestive ou hépato-entéro-gastro. Voilà. Donc, et aussi du cœur, du rein, du cerveau, en tenant compte de tous ces mécanismes qui sont complexes parce qu'il y a beaucoup de chimie, qu'on appelle, qu'on dit biochimie. Vous allez à l'hôpital, on va doser votre sang, ça c'est la biochimie, voir combien de cholestérol, voilà, vous connaissez ça. Donc c'est très important par l'équilibre. Et l'eau aussi apporte beaucoup de sels minéraux. L'eau nous apporte beaucoup de sels minéraux. Les fameux sodium, potassium pour le fonctionnement des nerfs. Quand il y en a trop ou autre, ça peut créer des crampes, ça peut faire tout ça là, vous connaissez. Le magnésium, vous connaissez. Voilà. Et aussi, surtout, les bicarbonates. Prenez une eau quelconque, vous tournez, vous verrez que c'est la composition minéralogie totale. Vous allez voir sodium, combien de milligrammes, chlorure, tous ils ont un rôle dans ce métabolisme basal. Donc le métabolisme, c'est la synthèse entre l'anabolisme et le catabolisme. L'anabolisme, c'est la construction.
et les catabolistes, c'est la destruction. Donc ça crée des déchets. Et les catabolistes nous apportent ce que nous connaissons, c'est-à-dire au niveau des protéines, des vitamines, de l'énergie et autres. Mesdames et messieurs, qu'est-ce que je n'ai pas dit? Bon, allez. Donc, c'était tout. Bon, ben, je ne vais pas en tout détail, mais je pense que j'ai dit quoi? J'ai oublié. Merde. Bon, écoutez, j'ai oublié. Je voulais dire quelque chose, hein, j'ai oublié. Attends. Qu'est-ce que je disais? Voilà. Donc, bref. J'ai oublié. Bon, j'ai zappé. Bon, c'est pas la suite dans les idées. Bon, bref. On peut s'arrêter là. Ça se fait. Merci. Donc, vous avez compris. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que vous montrez le rôle de notre corps. Et aussi, surtout voir comment arrive l'obésité, la santé de notre corps, et que au niveau du corps, il y a des pouvoirs et des contre-pouvoirs. Il y a aussi des régulateurs de pouvoir. Et tous ces systèmes-là fonctionnent pour l'intérêt de notre corps, de notre organisme. Sur ce point purement énergétique, c'est-à-dire le fond de la loi métabolique, pour que nous aurons l'énergie, nous soyons en bonne santé. Pouvoir sans contre-pouvoir crée inéluctablement un déséquilibre. Trop de pouvoir tue le pouvoir. Trop de contre-pouvoir tue les contre-pouvoirs. Donc, il y a un système de régulation. Donc, vous venez voir, tout ça fonctionne sous des règles établies au niveau de notre corps. Et cet équilibre-là, si nous pourrons l'appliquer dans nos sociétés, nous aurons des sociétés vraiment hyper structurées, organisées et humainement, et socialement, économiquement, paradisiaques. Parce que tout est là dans notre corps. Le corps, dès qu'il y a un déficit quelque part d'autorité ou de pouvoir ou abus de pouvoir autre, le corps vous ressentez. Et je vous impacte que tout ça, je ne vous ai pas parlé, demain peut-être prochainement, je vais vous parler des facteurs épigénétiques, c'est-à-dire notre environnement impacte aussi sur l'expression de certains gènes qui induisent non seulement la production des hormones, des neuromédiateurs et peut perturber aussi le corps, donc les cancers et aussi l'insomnie, la psychopathie, la sociopathie et tout ce que vous connaissez de notre corps. Donc ce n'était qu'un cas d'éducation sur un réseau global. Parce que je sais que l'inégalité entre cours social, culture, société et civilisation n'est pas fondée sur la nature. Elle réside dans l'éducation, ou les formations qu'on donne à l'individu, ou plutôt dans celles qu'on lui refuse. Ceci est donc, pour moi, d'abord un cas de conscience, de prise de conscience universelle. D'abord au niveau anthropologique, puis philosophique, politique, social, économique, culturel et écologique et sociétal sur différentes échelles. Tant qu'à faire. Mesdames et messieurs, je vous remercie.